Nous voici de retour sur le plateau télé du Salon du Cheval pour parler de notre chaîne préférée 100% Cheval, Equidia Life, mais aussi un petit peu Equidia Life parce que je reçois sur cette antenne Monsieur Nicolas Demas qui est journaliste sur Equidia. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors journaliste à Equidia, c'est quoi? C'est avant tout une passion, vous savez, on est tous passionnés, vous comme moi, de parler de chevaux, on est tous issus plus ou moins du milieu du cheval, et travailler sur Equidia, c'est une consécration, c'est la seule chaîne qui parle de chevaux, donc on est fiers d'y être. Et vous, vous êtes plus spécialiste dans le trot, pour quelle raison? C'est le hasard. Je suis issu d'une famille qui élève des trotteurs, et du coup, je me suis passionné plus pour le trot que pour le galop. Mais sur Equidia, on parle de toutes les disciplines. C'est vrai. Et du coup, forcément, on commence à se passionner aussi pour les courses de plates, les courses d'obstacles. Et on se rend vite compte que dans tous les domaines, c'est le travail du cheval, c'est la passion du cheval. Et c'est pour ça qu'on devient fan de toutes les disciplines. Alors vous dites que vous êtes issu d'une famille d'éleveurs, de trotteurs. Dans quelle région? Alors moi, je viens du centre de la France. Je viens du Berry et j'en suis fier, en plein milieu de la France. Et voilà, quoi, c'est une belle région. C'est vrai, et donc ce sont vos parents, ce sont vos frères, sœurs, qui fait de l'élevage? Si vous voulez, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Et vous savez, le monde du trot, au départ, il y a 50-60 ans, c'est vrai que c'était souvent des agriculteurs qui avaient 1, 2, 3 poulinières et qui s'amusaient un petit peu à faire naître. Il y en a encore aujourd'hui? Oui, quelques-uns. Et donc tous les agriculteurs avaient plus ou moins une jument, une poulinière trotteuse. C'était plus facile, même à l'époque, d'avoir des trotteurs que des galopeurs. Et puis voilà, moi c'était mon grand-père qui a d'abord eu 1, 2 poulinières. Et puis avec mon frère et mon père, qui sont toujours agriculteurs d'ailleurs dans le centre de la France, on a un petit peu développé parce qu'on a eu la chance d'avoir des chevaux qui ont performé en course. Et du coup, c'est vrai que les allocations de course sont intéressantes en France et ça nous a permis de développer notre élevage. D'accord. Et c'est ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Donc des juments performantes, enfin des chevaux performants que vous avez eu la chance de driver ou d'emmener sur les hippodromes vous-même? Oui. Alors il faut savoir aussi qu'au trot, il y a des catégories pour les poulinières. C'est-à-dire que les juments doivent avoir performé en course pour avoir le droit de faire des poulains, sinon elles sont éliminées. Elles ont bien sûr le droit de faire des poulains, c'est pas un problème. Mais pour qu'ils soient reconnus par le trot, il y a des catégories en fin de compte. Voilà. Alors soit il faut qu'elles aient performé en course, soit il faut qu'elles aient donné naissance, on leur donne leur chance quand même, il faut qu'elles aient donné naissance à plusieurs poulains qui ont eux performé en course, qui donnent le droit aux poulinières de reproduire plusieurs années. Et alors finalement la question que les cavaliers d'ici, du Salon du Cheval peuvent se poser, c'est finalement qu'est-ce qu'un trotteur? C'est difficile. Je ne vais pas être objectif parce que pour moi les trotteurs, d'ailleurs les gens des sports équestres le savent bien, c'est un cheval qui est gentil, qui est généreux. Qui est généreux, on l'a vu avec Japlou, qui a été vraiment la preuve. Exactement. Dans les sports équestres. Oui, voilà. Ils acceptent tout, nos gentils trotteurs, c'est vrai. Et aujourd'hui, alors génétiquement ça a progressé, nos trotteurs deviennent des trotteurs naturels. Je le vois bien moi avec les petits poulains dans les paddocks très tôt. Ils ont une aptitude au trot vraiment. D'accord, dès le départ. Dès le départ. Et donc voilà. Et pour moi, ça fait partie des chevaux les plus gentils. C'est vrai que c'est difficile de trotter aux vitesses qu'on leur demande aujourd'hui, parce que voilà, on dépasse régulièrement les 50 km/h. Voilà, les gens ne le savent pas forcément, mais ils savent galoper quand même ces chevaux. Ah oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait un trotteur? Je vous dis maintenant, génétiquement, on a réussi à avoir une race de trotteurs vraiment naturelle. Après, bien sûr, l'échappatoire, c'est le galop. D'accord. Donc, on leur apprend. C'est quand même naturel chez eux de galoper. Quand ils naissent, quand ils sont poulains, les poulains galopent. Exactement. Mais c'est une question d'équilibre. Nous, à l'entraînement, les entraîneurs, moi je ne suis pas entraîneur, le but de l'opération est vraiment de l'équilibre. Et ça, je crois que les gens des sports équestres connaissent ça, c'est vraiment l'équilibre. Trouver le bon équilibre pour permettre aux trotteurs d'aller vite au trot. Alors il y a différents types de trotteurs. Aux États-Unis, ils ont des ambleurs. Donc vous savez, l'antérieur droit et le postérieur droit sont parallèles. Oui. Nous, on est au trot classique. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. Alors pour ça, on a certains artifices, que certains trouvent d'ailleurs un peu barbares parfois. Effectivement. Alors c'est quoi des artifices? Pour que tout le monde comprenne. Et ce qui nous sert surtout, nous, au trot, pour aller vite, c'est l'enraînement. L'enraînement, le releveur de tête, nous on appelle ça un enraînement. Si vous voulez, c'est placé dans la bouche et on relève la tête du cheval.
L'intérêt, il est simple. Donc ça, c'est pas naturel. Vous le faites grâce à cet artifice-là. Non, mais ça a une explication. Le port de tête haut du cheval lui permet forcément d'alléger son avant-main. Et en allégeant l'avant-main, on crée une accélération des antérieurs. D'accord. Et par répercussion, une accélération des postérieurs. Du coup, on les aide à maintenir le trot à une certaine vitesse. Ça n'a pas que cet intérêt-là, l'enraînement. Ça leur permet aussi d'avoir un point d'appui. Et puis, un autre intérêt, c'est que bien souvent, un cheval, quand il a besoin de passer au galop, de passer du trot au galop, il va baisser son encolure, il va déplacer son point d'équilibre. Et pour éviter qu'il tombe dans le galop, voilà, je crois qu'on dit ça chez vous, tomber dans le galop. Pour éviter de tomber dans le galop, eh bien, il a son port de tête suffisamment haut, il peut s'appuyer sur son enraînement pour éviter de tomber dans le galop. Bah, nous aussi, on a des artifices. On a le mort releveur, mais qui a un autre intérêt. C'est pas du tout la même chose parce que nous, c'est pas la même chose, c'est pour l'obstacle. Parce qu'en dressage, on va pas utiliser ce genre d'artifice, on va utiliser encore autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes entre les deux mondes. Il y a plein de similitudes. D'ailleurs, c'est un peu dommage, je trouve qu'on sépare ces mondes-là, aussi bien le monde des sports équestres que le monde des courses plates, des courses de trot, des courses d'obstacles. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est tous amoureux des chevaux, on travaille tous sur les chevaux. Et c'est dommage que ces mondes ne se côtoient pas plus parce que on le voit un petit peu de plus en plus quand même. Les gens viennent aux courses et se rendent compte qu'on est comme eux. Voilà. On travaille les chevaux pour qu'ils réalisent une performance. Et vous savez, je ne crois pas que ce soit beaucoup plus naturel de trotter vite que de sauter des barres à 1m60. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est pas beaucoup plus naturel, vous avez raison. Voilà. Et c'est pourtant tout autant spectaculaire. Et c'est beaucoup de travail pour y arriver. Effectivement. Et alors, quels sont les autres artifices dont on pourrait parler ? Alors nous, après, au trot, c'est vrai qu'on a développé des turbos, quoi. Je vais appeler ça des turbos. C'est-à-dire des bouches-oreilles. Ça, je ne crois pas qu'on l'utilise ailleurs. On bouche les oreilles des chevaux. Et si vous voulez, grâce à une petite ficelle, on débouche les oreilles pendant le parcours. Alors ça a pour effet de donner un coup de boost vraiment C'est très curieux ça. C'est assez logique en fin de compte. J'aime pas parler de peur, c'est plutôt de la surprise parce que... Ça les booste. Oui, ça les booste. Ils sont isolés du bruit depuis la sortie du box. Et forcément, quand en plein milieu d'une course, vous débouchez les oreilles, ils se retrouvent dans le bruit ambiant et ça fait du bruit à l'intérieur d'un peloton. Les jockeys, les drivers s'appellent, voilà. Et donc le fait de déboucher les oreilles, ça leur donne un petit coup de boost, ils se retrouvent, ils accélèrent. Que dans les sports équestres, on trouve aussi des bouches-oreilles, mais avec des bonnets d'âne, on camoufle bien, mais et justement vous pas. Non, jamais. Pour bien les isoler dans leur monde et tout se passe mieux, mais surtout pas les déboucher. On va regarder plein d'autres. Hein. Oui, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. On va regarder quelques images d'une émission qui passe en ce moment sur Equidia Live. C'est comprendre pour gagner. On regarde cette petite image. L'artifice sert à optimiser l'effort du cheval afin d'en améliorer les performances. Les artifices, c'est fait pour souvent qu'ils aillent plus vite, comme passer une vitesse de plus. Donc on leur met souvent des débouches-oreilles, œillères descendantes, œillères fixes, bonnet fermé, et puis voilà, ça s'arrête là. Les artifices utilisés chez le cheval de course influencent essentiellement sa force physique, mais augmentent aussi ses aptitudes naturelles. En ce qui concerne le trotteur, à ses débuts, on le laisse nature, pour voir un petit peu le geste qu'il a. Et après, on le règle au fil de ses sorties. Si on voit qu'il n'a pas trop de cœur à l'ouvrage, on peut lui mettre une paire d'œillères. Après, s'il peut manquer d'une pointe de vitesse pour finir, on peut évidemment tenter les œillères, coulissantes, descendantes, le débouche-oreille. Donc il y a pas mal de choses. C'est des réglages au fil des courses. C'est un cheval nature du début de sa carrière à la fin de sa carrière, ça n'existe pas. Je dis bien nature, c'est-à-dire sans artifice. Au galop, autant en plaque qu'en obstacle, tous les artifices sont interdits, sauf les œillères, australiennes ou classiques, dont la déclaration est obligatoire au moment de la publication des partants. Le déferrage est rigoureusement interdit, de même que l'utilisation de débouche-oreilles. Au trot, c'est la foire d'empoigne. Il y a les ferrures, les œillères ou encore les débouche-oreilles. Il faut vraiment voir le 8 minutes avant la course ou 10 minutes selon l'échauffement du cheval. Et là, on voit toutes les panoplies d'artifices. Alors les premiers, visuellement, c'est les débouche-oreilles, des petits pompons qu'on met dans les oreilles avec une petite lanière en cordelette. Et là, le driver a le choix de tirer sur la ficelle et d'enlever les cotons au fur et à mesure du parcours selon comme on dit, l'envie du cheval, quoi. Il n'y a pas de chevaux pareil. Et il y a des fois, ça va les surprendre une fois.
ça va pas les surprendre 2 fois. Parce que les chevals, on va dire qu'il est intelligent, entre parenthèses. Donc après, il y a des chevaux qui vont réagir mieux parce qu'ils sont devant. Il y en a qui vont réagir mieux parce qu'ils sont cachés. Quand on sort, on leur débouche les oreilles avec le bruit, ils jaillissent. Il y a de multiples façons d'utiliser ces artifices. Voilà pour les plus connus, mais il en existe bien d'autres. Le tout est de les utiliser au bon moment. Il faut déjà analyser son comportement à l'entraînement. On essaye tous ces artifices, nous, à l'entraînement. Et ensuite, au niveau de la course, c'est vrai qu'il faut être très très vite à analyser parce que ça dure 3 minutes. Et des fois, on tire sur un artifice et ça fait l'effet inverse. Et là, il faut recommencer. La fois d'après, on repart à 0 avec, disons, un cheval nature. Et on réessaye un autre artifice qui va peut-être le faire évoluer. Donc on met les œillères plates souvent pour un cheval qui est froid. Comme ça, c'est un cheval, il est vraiment guidé dans ce qu'il fait. Bonnet fermé aussi. Ou un cheval un peu fougueux, on met un bonnet fermé pour justement l'isoler dans sa bulle, on va dire. Et puis on met des bouches-oreilles, surtout un débouche-oreilles pour les calmer au début, en début de course. Et après, aux derniers 500 mètres, on débouche pour leur donner un coup de fouet. Il existe beaucoup d'autres artifices, notamment au niveau des mors, des guides ou encore des barres placées sur le sulky afin d'obliger le cheval à rester en équilibre dans les tournants. On vous explique tout ça maintenant. Nous sommes au centre d'entraînement de Grosbois, en région parisienne, décryptage des artifices avec l'entraîneur Michael Peupion. Alors voilà la caverne d'Ali Baba. Oui, ici c'est la sellerie typiquement de course, où on a tout notre matériel qui sert que pour aller aux courses. Ça c'est spécial carnaval? Ça c'est spécial carnaval, ouais, ça sert, c'est un bonnet, on met du coton dans les oreilles, ou on peut mettre aussi des oreillettes en plus. Chaque cheval a sa bride avec ses points d'enraînement, ses genoux, ses bottines, sa paire de cloches, donc pour pas se perdre. Ouais. Et que ça soit vraiment réglé toujours pareil, parce que des fois ça joue à quelques millimètres, tout est noté. On va voir qui? On va aller voir Ubélix. Ubélix? Oui. Il est tombé dedans quand il était petit? Et il aurait peut-être fallu. Ce qu'on peut actionner donc pendant la course, Ouais. c'est donc le débouche-oreille en tirant sur une ficelle qui est reliée donc du bonnet jusqu'au guide, ficelle, et je tire d'un coup sec. On a exactement la même chose mais avec des œillères qui partent donc des guides, et en tirant un coup sec, ça baisse. Le cheval se retrouve donc avec une paire d'œillères plates. Ouais. Donc il ne voit plus rien sur les côtés. Ouais. Et ça. Ah, d'un coup d'un seul, là, son univers, c'est plus que la ligne droite. Bah voilà, c'est d'aller, ça redonne encore une impulsion, ouais. Un coup de fouet, le cheval ne voit plus sur les côtés et ça le fait avancer, quoi. Merci mon grand. Sympa, hein. Sympa de ta part d'avoir joué le jeu. Un type qui a de la fièvre, il va pas bien, il grelotte et tout, il va chez le médecin, bon, le médecin pour le soigner. Il lui donne quoi comme traitement? Ah, je sais pas. Bon, enfin, t'as une fièvre de cheval, on te donne un remède de cheval. Ah, bah alors. Et le type, hein, à cheval sur les principes, il monte sur ses grands chevaux, c'est comme ça, il sait pas autrement, etc. Bon, un jour, il se rend compte qu'il s'est trompé et il l'accepte. Bon, le gars, c'est pas le mauvais cheval. Mais oui. Bon, c'est la même chose avec les voitures. Tu vois, une voiture, par exemple, bon, elle a 500 chevaux sous le capot. C'est pas rien, 500 chevaux. Bon, elle a... Ah, galope vite. Mais non, elle a un tigre dans le moteur, tu comprends le cheval. Il peut pas tout faire, faut bien qu'il délègue. Sinon, il serait rusé comme un renard, malin comme un singe, fort comme un bœuf. Ou bête comme un âne. Pourquoi tu dis ça? Tu penses à qui? Le prix d'Amérique 2013 a sacré et consacré Royal Dream, une victoire sans artifice pour un cheval au don naturel. Il est dans le jargon ce que l'on appelle un trotteur naturel. Autrement dit, un trotteur que l'on attache au sulky, auquel on met une renne, et puis c'est pratiquement tout. On voit bien sur les images, le cheval est tout nu, il a juste un bonnet sur la tête, et il est déféré dans le prix d'Amérique pour l'une des premières fois des 4 pieds. Et c'est parti dans ce Grand Prix d'Amérique édition 2013 avec un bon départ de Maharaja, le Suédois, un bon départ également de Roxane Driff, Reddy Cash à l'extérieur qui a un petit peu galopé dans la volte et bien au trot. Il est en 3e position avec Timoko et Royal Dream. Il prend un bon départ, on le retrouve rapidement pointé dans le premier tiers du peloton. Avec le wagon 3 qui commence à se former, Timoko qui a accéléré, Reddy Cash a sauté dans son sillage. Maintenant il passe pratiquement 4e, 5e position, mais devant Maharaja, le Suédois. Et Royal Dream va progresser dans le dos de Timoko.
Ridicache, le numéro 18, s'en va. Ridicache, après Rocketbin, après Medino 2, c'est peut-être Ridicache en deuxième position. Royal Dream, Jean-Philippe Dubois à l'extérieur. Donc le prix d'Amérique 2013 remporté par Royal Dream, sans artifice, naturel. Sans artifice. Mais beaucoup de grands champions sont mis quasi au naturel parce que voilà, c'est des trotteurs nés, ils ont besoin de rien pour aller très très vite. Mais vous voyez Ridicache qui est deuxième, qui a gagné 2 fois le prix d'Amérique, C'est vrai. qui est juste battu par Royal Dream. Mais sur les dernières longueurs d'ailleurs. Oui, sur les dernières longueurs, lui a besoin d'être enrainé, il a besoin de son point d'enrainement. Aussi parce que jeune, il était un petit peu compliqué, et donc on lui a mis cet enrainement, et puis après, vous savez, il s'y habitue. Et je suis sûr, enfin pas sûr, mais bien souvent, vous pouvez enlever l'enrainement, le cheval aura le même port de tête, parce qu'il est tellement habitué à aller vite dans cette configuration-là, avec ce port de tête-là. Ce sont des compétiteurs aussi, ce sont des chevaux qui aiment gagner. Mais c'est clair, alors on parle d'artifice, on parle de toutes ces choses-là, mais les trotteurs, comme les autres, ils ont besoin d'être bien dans leur peau, bien dans leur sabot pour aller vite et pour aller à ces vitesses-là. Ce sont de vrais compétiteurs. Moi, j'ai eu la chance de le vivre à l'entraînement avec attelé, parce que je monte pas beaucoup, mais j'attelle surtout. Je vous assure, ils aiment ça, ils aiment ça. Bien souvent, vous avez des chevaux, vous pouvez pas les mettre derrière d'autres, ils tirent. Ils veulent aller devant. Ouais. Ah ouais, ils veulent aller devant, absolument, mais même pas beaucoup, parfois juste une petite tête, une petite encolure, mais eux ont compris qu'ils étaient devant, ils aiment devancer les autres. C'est aussi pour ça qu'on leur met parfois des œillères. C'est pour le confort, on essaye de s'adapter aussi au caractère du cheval finalement. Bien sûr. Pour que ça soit plus confortable pour lui. Bien sûr, mais vous avez des chevaux qui ont besoin de voir les adversaires arriver pour réaccélérer encore, et puis vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus feignants. Oui, c'est ça, alors entre les joueurs, les feignants, voilà, d'accord. on leur cache la vue de ce qui se passe derrière, parce que parfois, en voyant les chevaux arriver sur eux, ils ont tendance à ralentir en se disant « je suis battu ». Alors tant pis, je m'incline. Je m'incline, je laisse faire. Donc oui, mais c'est le caractère du cheval qui est primordial de toute façon. Mais comme dans toutes les disciplines, j'en suis convaincu. Alors le prix d'Amérique, c'est dans quelques semaines, c'est le 26 janvier prochain. Fin janvier. Est-ce qu'Equidia va nous réserver un programme spécial ? Alors vous pourrez suivre bien sûr le prix d'Amérique sur Equidia Live, une journée quasi consacrée qu'à Vincennes, qu'à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et puis Equidia Live va aussi réaliser une émission spéciale. Alors je ne sais pas encore le temps, 1 heure, 1 heure et demie, je pense, pour vivre cet événement. Il faut savoir que c'est vraiment le championnat du monde des trotteurs attelés. Il faut le vivre, faut le vivre pour le croire, c'est vraiment une ambiance extraordinaire. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés à Vincennes, c'est vraiment un très bel hippodrome, il y a des tribunes immenses, c'est rempli, c'est blindé, il n'y a plus une seule place le jour du prix d'Amérique. Il y a vraiment quelque chose de spécial ce jour-là, c'est le championnat du monde. C'est le rendez-vous incontournable du trot en France. Il n'y a pas que les Français, les gens viennent de l'étranger. Enfin, il y a des trotteurs on a moins d'Américains maintenant, mais tous les Scandinaves descendent pour le prix d'Amérique. C'est la finale du championnat du monde du trot attelé. Et alors j'entends dire que Ridicache se préservait un petit peu en ce moment, qu'il était un petit peu derrière dans les dernières courses. C'est un peu la méthode du trot, c'est de pas tout donner dans les dernières courses, c'est ça ? Ridicache, vous savez, c'est sûrement le plus grand champion de tous les temps. Depuis Ourasi ? Ah oui, depuis oui, on peut pas les comparer. Je sais pas, c'est un très grand champion. C'est deux très très grands champions. Vous savez, il a plus de 4 millions d'euros de gains, Ridicache. Il va tenter de remporter son 3e prix d'Amérique. Son propriétaire, Philippe Allaire, et son entraîneur, Thierry de Valdestin, ont décidé déjà de toute façon courir ce prix d'Amérique et puis après laisser le cheval tranquille ou aller aux États-Unis défier les Américains là-bas sur leur sol. Oui, il y a de grandes épreuves là-bas aussi. Oui, il y a de grandes épreuves. Et donc voilà, ça sera de toute façon les dernières courses de Ridicache sur le sol français. Donc il faut en profiter pour aller le voir parce que je vous assure, c'est un Japlou, c'est un Dalakani ou une Zarkava au galop, c'est des super champions quoi. Et on a de la chance, je continue juste 2 secondes pour dire. Je vous en prie. On a de la chance d'avoir des chevaux qui durent dans le temps, nous aussi les trotteurs. C'est-à-dire que ce cheval-là, il a 9 ans, on le connaît depuis ses débuts, depuis 2 ans, depuis qu'il court. Et donc le public s'attache à ces chevaux et on prend du plaisir à les voir, à les revoir, à les voir gagner et à les voir progresser. Et c'est pour ça que quand là on est tout proche de la fin de sa carrière de course, parce que c'est déjà un étalon de grande qualité, tout le monde s'arrache ses saillies. Et ben voilà, on en profite. Et donc ça sera probablement sa dernière course fin janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et est-ce qu'il y a d'autres pronostics ? Est-ce qu'il va y avoir des concurrents qui vont arriver ? Ah bah, comme dans toutes les finales de Coupe du Monde, vous avez forcément d'autres concurrents. Les meilleurs ? Bah oui, vous avez tous les meilleurs.
vous avez 18 partants, enfin voilà, vous allez avoir les meilleurs trotteurs du monde du moment. À voir, il y en a plein, il y a pas mal de petits nouveaux qui arrivent, on les connaît pas trop encore. Moi, je pense à plusieurs, mais on verra. Non, mais ouais, puis on verra. Ça va être un match fantastique. Ouais, c'est une vraie passion chez vous, en tous les cas, le oui. monde des courses. Et vous savez, il y a les chevaux. Oui, bien sûr. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le jeu qui est intéressant. Moi, je suis pas très joueur. Alors après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Et oui, c'est vraiment le sport des courses qui me passionne. Vraiment, c'est passionnant. Amener ces athlètes, parce que ce sont des athlètes de haut niveau, et les amener au top de leur forme le jour J, c'est vraiment délicat. Et alors vous, journaliste à Equidia, vous faites également le multiplex. Expliquez-nous ce qu'est ce multiplex. C'est tous les matins, tous les après-midi? Tous les après-midi. Alors la journée est réglée sur Equidia. Vous savez, on a les matinales, donc on présente les courses du jour, on essaie d'aider les parieurs justement à faire leur jeu, voilà, à les guider dans leur choix, en diffusant des courses de référence, voilà, des performances qu'ils ont pu avoir les jours passés, les mois passés. Et puis après, on attaque le direct assez tôt. Il y a plusieurs réunions de courses toute la journée sur Equidia. Et mon rôle parfois est de présenter ces journées de courses, voilà, pour guider le téléspectateur sur les différents hippodromes de France. Et comment vous êtes arrivé à Equidia? Comment ça s'est passé? C'est un parcours un peu compliqué pour moi parce que moi, j'étais pas du tout journaliste à la base. C'est la passion du cheval qui m'a amené à Equidia d'abord, parce que j'ai des amis. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on élève des chevaux. La finalité, c'est qu'ils aillent aux courses, donc il faut les entraîner. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Marie Monclin, qui est entraîneur en Anjou. Oui. Et comme j'ai fait des études commerciales sur Angers, justement, j'allais le matin sortir les chevaux avant de partir à l'école. Et puis la passion s'est développée encore et encore. Et puis voilà, le hasard de la vie m'a ramené à Equidia. Et votre première fois, racontez-nous, à l'antenne? Sur Equidia? Oui. Très particulier. C'était sur une matinale justement. Si vous voulez, je faisais plus de la préparation d'émissions, normal. Pour apprendre un métier, il faut d'abord passer par la préparation. Bien sûr, voilà. Oui. Et je m'étais un petit peu entraîné en cachette à faire des JT parce que devant votre glace. Devant ma glace. Et puis même avec la régie en bas, je leur avais demandé de faire des essais en plateau, parce que c'est pas si simple que ça de faire de la télé. Et puis un matin, il se trouve qu'il y a un journaliste qui est malade, qui est pas là. C'est Laurent Broumette qui présente notre matinale et Julien Marcy, enfin voilà. Et Laurent me dit on est mal, il nous manque le journaliste du JT, je sais pas comment on va faire. Et je lui ai proposé, je lui ai dit écoute Laurent, je vais le faire. Au culot. Oh, oui, j'ai dit allez, je suis prêt, j'y vais, je fonce. Ok. Et il m'a dit en selle, et on est parti comme ça, un peu à l'aventure. Je vous avoue que dès le début, quand on vous met une oreillette, il faut savoir qu'il y a des gens qui nous parlent dans l'oreille quand on est en direct. Et on vous met l'oreillette, vous voyez la caméra qui s'allume en rouge et on vous dit attention 5, 4, 3, 2, 1 à toi. À toi. Et alors à ce moment-là on flippe, attendez. on flippe, mais bon voilà, ça s'est passé. Vous savez que Michel Drucker a commencé comme ça, il a remplacé au pied levé un journaliste de sport et puis vous voyez la belle carrière qu'il fait aujourd'hui. Ouais, bon, on verra ce que je deviendrai. Mais enfin, ça s'est passé comme ça, c'était rigolo. Oui, c'est plutôt sympa. Et alors, évidemment, on ne parle pas que du trot sur Equidia, on parle aussi du galop et de toutes les autres courses. Michael Barzalona, qui est-ce? Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, dans les sports équestres. Michael Barzalona, alors là, on est dans les courses plates, le galop. Voilà. Michael Barzalona, c'est un tout jeune homme, un tout jeune jockey qui doit avoir 22-23 ans. 20 ans. Et en fin de compte, je crois qu'il a commencé il est rentré dans le milieu du cheval grâce au horseball. Je crois qu'il a commencé par du horseball et puis après il est rentré dans une écurie c'est l'écurie de Monsieur Fabre. Monsieur Fabre, c'est un entraîneur de chevaux de plat, un des plus renommés en France. Et puis vous savez, même quelqu'un qui connaît rien au cheval, on détecte assez vite s'il a un talent ou pas pour aller vite avec un cheval ou pas. Et puis il a travaillé pour Monsieur Fabre. Et puis il a eu la chance d'intégrer une des plus belles écuries du monde, qui est l'écurie Godolphin, l'écurie Maktoum. Et il truste les succès en ce moment dans le monde entier. Et ça fait partie maintenant des top jockeys. Alors Equidia diffuse en ce moment un magnifique documentaire qui s'intitule « À toute vitesse » consacré à ce jockey exceptionnel. Je vous propose de regarder ces images. Aujourd'hui, je suis en fric et elle me montre que le cheval puisse le faire. C'est pas mal, hein? Non, c'est beau. La première.
content et puis je pense que ça donne une bonne retraite à Simon. En plus, il adore faire ça. On le voit que même quand je lui demande pas, il s'amuse à le faire de lui-même. Donc je suis super content de voir que Simon adore sa petite retraite dans le sud chez nous. Voilà. Alors, t'as vu un peu? C'est bien, hein? Bon, c'est toi qui as appris tout ça? Presque. C'est bien parce qu'il écoute jamais. Si les turfistes ont remarqué les talents du jeune jockey Michael Barzalona, ce fut également le cas des frères Vertemer qui n'ont pas hésité à lui faire signer un contrat de seconde monde derrière Olivier Pellier. Un gage de confiance et d'estime pour ce jockey qui était sans aucun doute promis un grand avenir. La fameuse écurie Godolphin aussi lui permet de passer ses hivers à Dubaï où Michael s'est fait une spécialité de gagner des courses en selle sur des outsiders. Ce fut le cas dans le Derby de Dubaï en 2011. Driving it, Master of Hounds. Here's the post-race. Barcelona, he was pretty cool here because up against Ryan Moore, the biggest. And we've seen a horse on the big screen. There's no official result up yet. And of course, they place great faith in the fact that the photographer, the cameraman goes. Après 2 hivers passés à Dubaï, Michael Barzalona a rapidement été adopté par le Tchèque Mohamed Al Maktoum. Il eut la chance de monter de bons chevaux qui lui ont permis de faire étalage de son talent. Et c'est en Angleterre, en selle, sur un cheval de son maître André Fabre, que sa carrière va basculer. La première fois que nous avons entendu parler de Michael Barzalona en Grande-Bretagne, c'était en 2011, quand il montait en France pour André Fabre. Et il allait participer au derby d'Epsom en selle sur Pourmois. Quand j'ai su vraiment que j'allais avoir Pourmois dans le derby, déjà je l'ai su assez tard, je l'ai su vraiment le jour du Breakfast with the Star à Epsom. Donc c'est sûr que j'étais très content dans tous les cas de le monter. C'était vraiment le début de ma carrière. Je venais de gagner un groupe 2 pendant ma saison à Dubaï pour l'écurie Godolphin. Je suis rentré, j'ai eu la chance de gagner un groupe 1 avec Wolverine pour M. Fabre. Et 2 ou 3 semaines après ça, il y avait le derby qui est arrivé. Et donc c'était quand même aussi un peu de chance et un peu de tout de pouvoir m'y retrouver dessus et de gagner avec. Si depuis ses débuts, la chance accompagne Michael, fallait-il toujours la saisir et ne pas passer à côté des opportunités, ce que Michael sut faire ce jour de printemps 2011, quand en selle sur Pourmois, il se lança dans une des plus grandes courses au monde, le Derby d'Epsom. With the grey on the inside, Native Khan as now they straighten and Memphis, Tennessee leads still by 4 lengths. Treasure Beach is in second, Native Khan into third. Carlton House down the outside, then the pink colours towards the inner of Recital. Plenty with a lot to do at this stage as they make their way now with a furlong and a half to challenge the race. Memphis, Tennessee from Treasure Beach, Carlton House towards the outside, then in fourth, Native Khan. Recital comes next, Pourmois a long way back. Treasure Beach got to the front in the derby. Memphis, Tennessee and Carlton House in hot pursuit. Out in front, Treasure Beach. From in second, Carlton House. Pourmois coming strongly down the outside. Treasure Beach just in front. Pourmois coming on the outside. And celebrates as if he's won the derby. Michael Barzalona, the judge lady needed. Pourmois and Treasure Beach from Carlton House. Memphis, Tennessee, Valdemar, Native Khan, and then Recital. Barzalona a explosé aux yeux du monde entier en gagnant cette course. C'était extraordinaire. Je sais que beaucoup de monde en Grande-Bretagne, surtout les gens plus âgés, pensaient que cette façon de célébrer la victoire était inappropriée. Mais moi, je m'en moque. Il a gagné la plus grande course au monde. Et s'il y en a une qu'il faut célébrer de cette façon, c'est le derby. Garder son calme et gagner la course de cette manière, rien de mieux pour montrer sa valeur.
Ce qui s'est passé, en fait, c'est que vu que c'était une des courses les plus prestigieuses pour les jockeys anglais et pour l'Angleterre entière, quand je me suis relevé au passage du poteau et qu'il n'y avait pas énormément de distance entre le premier et le second, ils se sont tous un peu posé des questions et un peu dit « Ah, il est fou » et tout ça. Après, maintenant, avec un peu de recul, il y a beaucoup de jeunes entre... de 18 ans et 25, même 30 ans, qui viennent me voir et qui me disent juste « Mais quand est-ce que tu le refais ? C'est super, on adore ça. Faut pas écouter ce que les personnes plus vieilles disent parce que c'est l'ancienne école, mais nous on adore ça, il faut vraiment continuer à le faire, c'est quelque chose de... On ne voit jamais ça, il faut vraiment motiver la foule, tout ça. Après, je me dis oui, peut-être c'est bien ce que j'ai fait, mais bon, après, avec du recul, on se rend compte que c'est assez dangereux, quoi. Ce qui est certain, c'est quand on le voit passer la ligne debout sur les étriers, ça nous fait plaisir parce que quelque part, ça correspond à Michael, quoi. Debout, couché, c'est une vraie position de horseball. Ça nous surprend pas. Ça ne veut pas nous surprendre. Après le sacre dans le derby d'Epsom, Michael Barzalona voit sa jeune carrière prendre un nouveau tournant. Voilà un extrait de À toute vitesse consacré à Michael Barzalona, un documentaire à voir et à revoir sur Equidia Watch, mais également grâce à l'application d'Equidia en replay, donc sur n'importe quel smartphone. Quel jockey! Oui, quel jockey et quel talent et on a vu quel culot aussi parce que franchement c'était vraiment risqué ce qu'il a fait. On l'a vu sur la photo finale, la photo finish, il n'y a pas grand chose. C'est la marque des champions où ils savent avant les autres qu'ils ont gagné. C'est vrai. Et alors on le voit au début de cet extrait qu'il a un rapport quand même avec l'une de ses juments de cœur qu'il a récupérée et qu'il l'a mise donc chez un ami. Et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est que cette jument était destinée à l'abattoir et il l'a récupérée en disant non, moi je la veux, et maintenant elle fait du pas espagnol, ce qui est quand même incroyable. Et comme quoi on revient justement à cet amour que les jockeys ont avec leurs chevaux. C'est pas juste un jeu d'argent, c'est pas juste du commerce, c'est aussi de l'amour. Mais les jockeys, les entraîneurs, les propriétaires, tous les gens élèvent des chevaux pour les aimer, quoi. Enfin voilà, si on n'aime pas le cheval, on n'a pas de chevaux de course. Si on n'aime pas le cheval, on n'est pas entraîneur. Si on n'aime pas le cheval, on n'est pas jockey. Et vous savez, tous les chevaux, alors bien sûr, certains iront malheureusement à l'abattoir, c'est clair, mais la plupart quand ils ne sont pas suffisamment doués en course, ils partent dans des clubs hippiques. Je parle des trotteurs. Après, ils ont une deuxième vie. Oui, il y a plein d'autres vies pour les trotteurs. On intéresse pas mal de gens avec les trotteurs en particulier, parce que très vite, on arrive à voir s'ils vont être bons ou pas bons. Puis ils ont du cœur. Ils sont très respectueux sur les barres. Ils sont débourrés, attelés, montés. Enfin voilà, ils sont habitués à avoir du monde derrière, du monde dessus. Donc ils sont assez sympathiques. Et c'est vrai que oui, on les vend et puis pour ceux qu'on aime vraiment, on les garde. On aime bien qu'ils soient là toujours à côté de nous, dans un petit paddock pour finir leur beau jour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux visiteurs du Salon du Cheval pour essayer de leur dire que le monde des courses n'est pas si différent? Je crois qu'il faut y aller. La seule solution, c'est d'y aller. Moi, tous les gens, vous savez, j'ai des amis forcément maintenant sur Paris et je les amène sur l'hippodrome de Vincennes parce que c'est là-bas que je vais le plus souvent. Et j'ai la chance de pouvoir aller dans les écuries, aller leur présenter les chevaux, leur faire voir la préparation, quand on fait les échauffements, etc. Et tous me disent, on veut revenir, quoi. On veut revenir parce que c'est un vrai spectacle. Ce sont de vrais compétiteurs. Et alors, par contre, si vous mettez le droit dans l'engrenage, c'est parti. C'est parti. Ah bah oui, là, forcément. on peut plus s'arrêter. Mais non, parce qu'après, si vous jouez le jeu, vous allez aller chez l'entraîneur. Donc, voir toute la phase d'entraînement qui est passionnante elle aussi, le réglage. C'est de l'horlogerie de régler un trotteur pour aller aussi vite.
Et du coup, vous tombez amoureux, et puis du coup, vous allez aux courses si vous avez de la chance, et puis voilà, l'histoire naît comme ça. Voilà, on vient de rencontrer donc un passionné du monde des courses, journaliste sur Equidia. Et d'ailleurs, c'était passionnant tout ce que vous nous avez dit parce qu'on a appris beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que nous, les cavaliers, des sports équestres, on ne connaît pas encore assez ce monde des courses. Et merci d'être venu ici sur le plateau télé du Salon du Cheval pour venir nous raconter tout ça. C'est avec plaisir. Et vraiment, faut qu'on échange entre les différentes... que ce soit la même planète. Mais oui, on est tous sur la même planète, même si je ne suis pas beaucoup les courses, moi les épreuves, les sports équestres. Néanmoins, vous connaissez, parce que vous savez qui a été sacré champion d'Europe il n'y a pas longtemps. Myrtille Polo. Bah oui, bien sûr, cette jument. Ah bah oui, je suis qui est né en Normandie, je crois même. C'est une souche normande, je crois, d'aller à côté de Nonan-le-Pin, je crois bien. Non, mais c'est passionnant. Donc, venez aux courses, vraiment, j'y tiens. Venez aux courses, venez nous voir. Eh bien, on va répondre à cette invitation. Merci. Et notamment lors du prix d'Amérique qui aura lieu donc le 26 janvier prochain. Et Equidia Live et Life seront présents. Les deux chaînes seront là pour partager ce grand moment. Encore merci Nicolas. Et puis, si vous avez envie de découvrir le monde des courses, sachez qu'aujourd'hui, sur le stand d'Equidia, donc du Salon du Cheval à 16h30, il va y avoir lieu un super jeu qui s'appelle Speedy Horse. C'est une petite manière de découvrir le monde des courses, et puis avec un goûter gratuit. Alors ça, c'est 2 fois plus de raisons d'aller sur le stand. Sinon, on se retrouve demain avec une très grande cavalière, Pénélope Le Prévost, ici sur ce plateau télé du Salon du Cheval, et ça, ce sera à midi, donc rejoignez-nous. À demain, merci beaucoup.